Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans Buenos Aires Calcio. Très compliqué cette semaine de respecter les horaires et les jours. Voilà, pour tout vous raconter, j'étais à Milan hier et il y avait beaucoup d'embouteillages sur la route, donc je n'ai pas pu faire Buenos Aires Calcio hier soir. Donc je le fais ce soir, mais ce soir c'est rebelote, il y avait beaucoup de monde, donc je suis un petit peu en retard. Désolé à tous ceux qui attendaient le stream, mais ça fait quand même bien plaisir que vous soyez là. Je suis très très content de parler foot, surtout cette semaine avec vous. C'est ce que j'ai titré ce soir, un week-end de fou et une semaine de dingue. Ça y est, on rentre dans le money time. À tous les niveaux et en tous les cas personnellement, mais je pense que je suis pas tout seul. Mon petit cœur va battre très très fort pendant 2 semaines en tous les cas, voire même 3, 4, 5 semaines, on verra bien, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai voulu aborder 3 sujets ce soir. Déjà on va parler un petit peu de Jean-Michel Aulas, son départ et ses adieux en fanfare, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu un match absolument stratosphérique entre Lyon et Montpellier ce week-end. Je sais pas si vous l'avez suivi, mais c'était probablement le match de l'année. Ensuite, on va parler un petit peu de la bataille pour l'Europe ou pour le titre, hein, d'ailleurs, dans les différents championnats où il y a encore du suspense. Donc voilà, il y a quand même quasi tous les grands championnats européens ont encore du suspense à un niveau ou à un autre. Donc voilà, et enfin bien sûr on va terminer sur les demi-finales, se projeter un petit peu sur ce qui va se passer ce soir. Je vais vous libérer rapidement, vous en faites pas, c'est pour ça que je le fais si tôt le stream ce soir. Comme ça on est tous libres à 19h45 à peu près pour pouvoir se préparer mentalement à vivre le match des étoiles, parce que ce soir c'est le match des étoiles, demain c'est le match de la passion. Donc voilà, on a de tout dans ces demi-finales de Ligue des Champions cette année. Franchement, ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu tout en fait, tout ce que le football peut opposer. Voilà, on va en parler un petit peu. On va rentrer dans le détail. Donc voilà. Commençons par Aulas et ses adieux. Jean-Michel Aulas a été, je sais pas comment dire ça, je pense démis de cette fonction, mais c'est pas exactement comme ça que ça va être formulé par lui-même, mais aussi par le club peut-être. Il y a certainement qui vont le remercier pour toutes ces années de service, etc. Mais effectivement, Jean-Michel Aulas et l'OL, c'est fini, 30 ans après. Il a fait un travail, si on prend un petit peu de recul, si on zoom out avec ce qu'il a fait, l'ensemble de son œuvre à Lyon, c'est absolument stratosphérique. C'est un club qui l'a récupéré en Ligue 2, qui n'avait pas de palmarès et qui n'avait pas de stade non plus, bien entendu. Il en a fait un club avec un gros palmarès, des épopées européennes absolument magnifiques, même si il manque un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le titre européen, que ce soit en Europa League ou en Coupe de l'UEFA à l'époque, Europa League ou Champions League, hein, parce que je pense que Lyon, à un certain moment dans son histoire, a eu la capacité de gagner la Champions League. C'est pas passé loin, et c'est un petit peu dommage. Et aussi est le seul club français qui est propriétaire de son club, de son stade. Donc c'est vraiment un travail absolument énorme que Jean-Michel Aulas a fait. Donc ça, il faut le reconnaître. Maintenant, on ne peut pas occulter que les années 2010 et le début des années 2020 ont été une lente dégradation, déclassement de ce club, et que Jean-Michel Aulas a certainement eu beaucoup de mal à passer la main, à lâcher un peu le volant de la voiture, mais c'est vrai. Donc je rigole parce qu'il y a un commentaire, il y a Forza Juve, bonsoir déjà, merci d'être là, qui dit moi Aulas, je suis comme Ben Arfa, il va pas manquer au foot, au revoir. Moi, je pense que je suis d'accord. Il va pas manquer au foot. Bon, déjà, il quitte pas complètement le foot parce qu'il est encore à la Fédération française de foot. Donc voilà, il aura encore un rôle dans le football français en tous les cas. Mais c'est vrai que je pense que ça fait bien longtemps qu'il aurait dû passer la main, probablement à peu près aux alentours de 2015. Je pense que il s'est entêté sur un modèle
dont il était sûr qu'il marchait, mais en fait il n'a pas senti le vent venir. Et c'est vrai qu'il a investi. C'est toujours délicat de savoir si c'est le bon moment pour investir ou pas, mais il y a des clubs comme ça qui ont investi dans des stades, dans des infrastructures très très lourdes, comme je prends en particulier Arsenal et Lyon. Arsenal et Lyon ont investi à des moments où stratégiquement c'était vraiment pas forcément le meilleur moment pour investir. En fait, si vous voulez, comment dire, il y a les clubs qui se sont surendettés dans les années 2000 et avant, en gros, l'apparition du fair play financier et de la DNCG, des DNCG, on va dire en Espagne, en Italie, en France, je ne sais pas comment elles s'appellent, mais vous comprenez le concept, et le fair play financier. En fait, ces clubs-là, comme par exemple le Real, ou je sais pas, il peut y avoir d'autres clubs qui ont investi dans des maxi-stades, ou par exemple, je sais pas, le Bayern, qui a bénéficié de la Coupe du Monde 2006, donc c'était bien avant le fair play financier, pour avoir un nouveau stade. En l'occurrence, ces clubs-là ont pu s'endetter, continuer à dépenser sans compter, sans se demander s'ils étaient rentables, si le fair play financier allait les sanctionner, pas les sanctionner, etc., etc. Et ont continué à avoir des grosses performances. Donc, ou alors il y a des stades historiques qui étaient propriétaires de leur stade depuis très très longtemps, comme le Real, et donc eux en fait ils ont eu absolument aucun problème. Là ils viennent de réinvestir dans la réfection du stade, mais ils ont attendu d'avoir d'abord l'argent, quoique ils ont quand même fait une espèce de cure d'amaigrissement pour les transferts quand même, hein. Ça fait très longtemps que le Real n'a pas fait un très gros transfert. Donc voilà, donc c'est vrai que effectivement c'est Lyon et Arsenal, je trouve, ont investi au mauvais moment, au moment où il y a le fair play financier qui a passé, donc Arsenal avec l'Emirates et Lyon avec le Groupama Stadium. Et ce qui fait que ça a réduit considérablement leur capacité de recrutement, et ils se sont retrouvés piégés à tant qu'on n'a pas retrouvé le stade, remboursé le stade, on ne peut plus rien faire sur le marché des transferts. Et donc c'était vraiment compliqué, ça les a vraiment déclassés complètement. Alors ça y est, là maintenant normalement ils ont des ressources, parce que le stade est quasi payé, et puis ces clubs-là ont trouvé un équilibre, mais c'est très compliqué. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. En parlant du 5-4, quand Marseille revient de 0-4 à 5-4, le dernier buteur marseillais était Laurent Blanc. Et là, lors de cette remontada, c'était le coach. Ouais, effectivement, je pense t'as tout à fait raison. C'est une très très bonne analogie. Je pense que c'est lui qui a un peu le mojo. Et c'est vrai que c'était complètement fou ce match avec déjà des buteurs qui se répondent, hein, deux quadruplés quand même. C'est pas fréquent. Et franchement, non, c'était un match. Je pense que là, je me demande si ça a pas fait. Pas oublier la saison de Lyon, qui est une saison famélique, hein. Mais je pense que les supporters lyonnais qui étaient dans le stade ont dû vivre un moment vraiment exceptionnel, et les supporters lyonnais qui étaient devant la télé aussi, hein, honnêtement, ça devait être vraiment ultra spectaculaire à vivre. J'ai jamais vécu un truc comme ça avec mon club. J'en ai vécu un dans l'autre sens, hein, le 3-3 en finale de Champions League à Istanbul, mais j'ai jamais vécu de remontada comme ça, de 0-4 à... Voilà. J'ai vécu aussi une remontada dans l'autre sens avec, par exemple, le Deportivo La Corogne, hein, où Milan gagne 4-0 à l'aller et perd 5-0 au retour. Donc oui, j'ai vécu dans l'autre sens, mais pas dans le bon sens, enfin, où je m'en souviens pas. Donc voilà. En tous les cas, c'était un match vraiment stratosphérique, et c'était marrant, enfin pas marrant, mais c'était marrant que... Salut Crécor le Drodieu, bienvenue. C'était très marrant de voir que c'était un peu le match, le chant du cygne pour Jean-Michel Aulas, et que ça s'arrête là-dessus, sur ce match-là qui était complètement fou. Donc voilà, donc Aulas... je trouve qu'il a vraiment fait avancer le football français à un certain moment de sa carrière, dans les années 2000,
très clairement. 90-2000, il a vraiment fait des choses extraordinaires dans le football français. À partir de 2010, ça commence à se compliquer. Et là, depuis 2015, je trouve qu'il est en DLC périmé, quoi. C'est comme la vieille boîte de conserve que vous avez au fond de votre placard et puis le jour où vous en avez, vous voulez la manger, vous regardez et puis il y a marqué 1987 dessus, quoi. Donc voilà, donc ouais, malheureusement ça se termine mal. Son image est un peu ternie et puis en plus à la fin il était dans un espèce d'univers parallèle du football où il avait sa propre réalité, où il essayait de justifier en permanence ses choix qui étaient défaillants sans jamais avouer ses erreurs. C'était vraiment pathétique sur la fin. Donc c'est bien que ça s'arrête. Maintenant, c'est quoi le futur pour Lyon? Ça, je sais pas trop. Parce que John Textor, ça a pas l'air d'être un esthète du football, hein. Il en a, je pense, strictement rien à foutre. Tout ce qu'il veut, c'est gagner des sous, qu'il a même pas dépensé d'ailleurs, hein, parce que en fait, il s'est endetté pour avoir le club de Lyon. Je pense qu'il veut faire un coup à la Manchester United, à l'échelle de Lyon, hein, bien sûr. C'est-à-dire, tout simplement que Lyon réussisse à se rembourser soi-même grâce aux ventes, aux plus-values qu'il va réussir à faire et aux revenus marketing qu'il va réussir à faire, et en particulier grâce au centre de formation. Donc j'ai un peu peur pour les Lyonnais que John Textor mange un peu la laine sur le dos de l'OL et que ce soit pas forcément très très bénéfique en termes sportifs pour l'OL, mais que ce soit plus considéré comme juste un investissement financier lambda qui doit rapporter un certain nombre de millions par an et si ça vivote, ça vivote, c'est bien. Donc voilà, je suis pas bien sûr que... Parce que John Textor, déjà, a eu énormément de mal à acheter l'OL. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça a traîné en longueur de façon assez inquiétante. Moi, je pensais que la vente allait être annulée à un moment donné. Finalement, il a réussi à trouver, par des fonds d'investissement, les fonds en question. Mais il n'a pas d'argent en fait, donc il n'y a pas d'investissement, il va pas faire d'investissement et il doit rembourser des dettes qui sont quand même relativement conséquentes, donc il est obligé de faire du bénéfice avec Lyon, une équipe qui n'a aucune aucune performance sportive depuis des années et des années. On va dire que la dernière vraie performance sportive qu'ils ont eue, c'était pendant le Covid, la demi-finale de Ligue des Champions, quand ils éliminent, en l'occurrence, Manchester City en quart. C'est vraiment la dernière grosse prestation que Lyon a eue. Et puis depuis, c'est le néant, quoi. Ils sont pas européens, enfin bref, c'est catastrophique. Donc voilà. Forza UV qui nous dit « Les Américains au foot, ça marche rarement. On le voit avec les Glazers, McCourt et maintenant Textor. » C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Après, il y a aussi l'autre partie, ceux qui marchent, c'est-à-dire par exemple Redbird Capital avec Toulouse et Milan, Elliott avec Milan et puis Lille à l'époque quand ils gagnent le titre. T'as aussi Liverpool où il y a aussi Redbird Capital qui investissent. Donc ça dépend en fait quel type de fonds d'investissement ou d'américains tu as. Il y a ceux qui vraiment ne connaissent rien au foot et ne comprennent pas que les revenus sont en fonction des performances sportives au football, parce que c'est vrai que les sports américains, par exemple, moi je suis fasciné sur le fait que une des franchises de NBA qui coûte le plus cher, c'est les New York Knicks, qui n'ont pas gagné un titre depuis 1937, enfin j'exagère, mais voilà, que la franchise la plus chère de tous les États-Unis en football américain, c'est les Dallas Cowboys. Alors que c'est pareil, ça fait très 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 longtemps que les Cowboys n'ont pas gagné un titre, etc., etc. En fait, les franchises américaines, leurs performances sont un peu décorrélées du marketing qu'il y a. Ça dépend de ta fanbase et en fait, peu importe quoi, t'es supporter des Packers, tu seras supporter des Packers toute ta vie, qu'il y ait un titre ou qu'il n'y ait pas de titre, et tu vas acheter des trucs, etc. Et la franchise va être rentable. Donc, et puis même à la limite, oui, alors attends, je vais revenir dans les commentaires après.
Et même à la limite, voilà, peu importe, même peu importe la ville, si la franchise à un moment donné trouve que la fanbase n'est pas suffisamment grande, ils peuvent déménager, quoi, être achetés et déménager ailleurs. Donc c'est complètement différent, et il y a beaucoup d'investisseurs américains qui comprennent pas ça, comprennent pas que le foot, si t'as pas de résultats, t'as pas de marketing, en fait. c'est dingue, mais c'est comme ça. Personne n'a envie d'acheter le maillot de l'OM quand ils sont 12e du championnat. Enfin, je dis pas personne, mais beaucoup moins de monde que quand ils sont deuxième du championnat, qui peuvent potentiellement jouer le titre. Il y a énormément de monde qui va acheter le maillot de l'OM. Quand ils sont 12e du championnat, qu'ils enchaînent les défaites, qu'ils font des prestations faméliques, il n'y a personne qui a envie de dépenser 100 € dans un maillot, quoi. Donc voilà. Après, il y a effectivement Todd Boehly dans la liste avec dans la liste avec Chelsea. Alors, lui, il fait partie. C'est pas forcément que c'est un Américain ou pas un Américain, mais le truc, c'est que lui, il fait partie des milliardaires qui veulent une danseuse. Alors, je pense que dans sa tête, il veut quand même que ce soit rentable à un moment donné, mais c'est pas du tout, il a pas du tout une stratégie américaine. Pour gérer Chelsea, il a plutôt la stratégie ratée d'Abramovich, en fait. Abramovich, finalement, on est arrivé en disant, quand il est arrivé dans le foot, oh là là, ça va être un milliardaire russe qui fait n'importe quoi, mais en fait, il a pas du tout fait n'importe quoi, Abramovich. Il s'est bien enterré, il s'est bien entouré, pardon, pas bien enterré, il s'est bien entouré et il a fait des super recrutements. Donc Boehly, c'est encore un autre truc, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un milliardaire qui a une danseuse, mais en même temps, il attend de la rentabilité. Je sais pas où est-ce que ça va aller. Liverpool marche bien, effectivement, tu as tout à fait raison, Cricor le Droudieux, c'est ce que je disais. Il y a des Américains, comme Elliott, Redbird Capital, etc., qui savent ce que c'est que le foot, qui donnent du temps aux techniciens pour travailler, et ça marche bien. Donc, ça dépend de la stratégie de base. Donc, c'est un peu différent. John 01 170. Bah écoute, bienvenue dans le chat, vraiment ça fait plaisir. Après tu peux avoir plus que du marketing et plus grand chose d'autre au PSG. Ouais voilà, tout à fait, t'as tout à fait raison. Là il y a un moment donné, c'est vrai qu'il y a plus que du marketing au PSG, il y a plus rien d'autre. Mais bon, ils gagnent encore des titres quoi, voilà. Et puis eux ils recrutent des stars, ils recrutent pas 10 Asie 80 millions quoi, c'est pas pareil. Enfin voilà, pour un petit peu parler de Chelsea en l'occurrence. Forza Juve, on a gagné ce week-end. D'ailleurs, Chelsea, alléluia. Oui, effectivement, ça faisait très très longtemps. 3-0 contre Bournemouth, si je ne m'abuse. C'est bien. Ça faisait un bail. Et je pense que c'était important parce que là, ça commençait à craindre sérieusement. Je pense que s'ils enchaînaient comme ça jusqu'à la fin, c'était relégation, hein, je pense. Donc voilà. Bon, en tous les cas, on va voir un petit peu ce que ça va donner, le futur de Lyon, mais moi je suis pas vraiment optimiste. On verra déjà la saison prochaine, et j'espère en tous les cas que si John Textor a une vraie stratégie, il faut qu'il vire tout le monde, hein, pas seulement Olas, parce que la cellule de recrutement, là, Chérou, etc., c'est catastrophique, c'est vraiment une catastrophe. L'encadrement, ils sont encore Keblo en 2005, donc il faut vraiment les virer, redémarrer tout, parce que s'il a un concept de rentabilité, il faut qu'il ait les gens qui aillent avec, en fait. C'est pas possible, quoi. Et je pense que Campos, ça peut l'intéresser. Bon, là, il est à Paris, il est au Celta Vigo. Est-ce qu'il peut prendre Lyon en plus ? On va savoir. Hein. De toute façon, il est plus à ça près, lui, hein, monsieur 30%. Donc voilà, on verra. Mais Campos, ça aurait été le directeur sportif idéal pour Lyon, parce que il a un super centre de formation. Et en plus, il a des réseaux de ouf. Et lui, à Lyon, très clairement, maintenant, la politique, c'est plus du tout les stars. C'est que des gens que tu connais pas. Mais lui, au moins, il sait faire des recrutements. Comparé aux gens qui sont, à l'heure actuelle, Ponceau et Chirou, à la tête du club, ils sont, mais catastrophiques. Eux, c'est vraiment là, au zéro idée. Je crois que c'est même moins que zéro idée, quoi. Le seul idée qu'ils ont eu, c'est, viens, on faire venir Lacazette et Tolisso. C'est-à-dire, les gars sont vraiment bloqués en 2005. C'est incroyable. C'est fou. Donc voilà. Je dis pas, c'est pas un échec Lacazette. Lacazette, c'est un bon joueur, mais il doit prendre un gros salaire et tu fais du réchauffé, quoi. T'as pas de plan en fait à long terme. Il y a que dalle. Il y a rien du tout. C'est juste peut-être il veut revenir. Voilà. Heureusement, ils n'ont pas demandé à Juninho de rejouer, mais ils étaient à deux doigts.
Ils ont joué à FIFA 2015, Giroud et l'autre, et ils se sont dit allez on ramène tout le monde. Mais grave, c'est tout à fait ça. Absolument, c'était un commentaire, hein, c'était pas moi qui l'ai dit. Donc voilà. On verra bien, on va suivre attentivement l'actualité de l'OL en tous les cas au mercato là, parce que ça va vraiment bouger je pense. Donc voilà, c'est là où on va voir quelle sera la vraie direction de l'OL dans ces prochaines années. Donc voilà. Je voulais revenir maintenant sur la bataille pour l'Europe un petit peu partout là en Europe, bien sûr. Alors je pense que la bataille la plus intense pour l'Europe se passe en Serie A. Pourquoi ? Parce qu'il y a les deux clubs de Milan qui luttent pour la 4e place de la Serie A et qui en plus se rencontrent en demi-finale de Ligue des Champions. Donc ça met un petit peu de sel. Les deux clubs de Milan, depuis 2 journées, rencontrent les 2 clubs de Rome, qui eux aussi luttent pour être dans les 4 premiers. Donc voilà, c'était aussi compliqué. Et il y a l'Atalanta et la Juve qui se rencontraient aussi ce week-end. Donc c'était fou en gros. Sur les 7 premiers, il y en avait 6 qui se rencontraient ce week-end. Et c'est vrai que ça a fait un petit peu de ménage. Pourquoi ? Parce que les 2 clubs de Milan se sont imposés contre les 2 clubs de Rome. Donc ça a un petit peu fait un effet... déjà ça se resserre dans les 4. C'est-à-dire que la Juve et la Lazio sont collés quasi. L'Inter revient fort sur la Lazio. Et puis la Roma et l'Atalanta qui a perdu à domicile contre la Juve avec un but de Vlahovic, un beau but de Vlahovic. D'ailleurs malheureusement ça s'est mal passé. Ça s'est vraiment mal passé pour Vlahovic. C'est avec des chants racistes. Sur les gitans, bref, en gros tous les joueurs de l'Europe de l'Est en Italie pour leur faire péter les plombs, pas partout en Italie mais dans certains stades, ils chantent des chants sur les gitans pour les insulter, bref, voilà. Et effectivement le gros souci c'est que là c'est carrément tout le stade de l'Atalanta a priori qui a chanté, donc c'est vraiment c'est en plus Vlahovic bien sûr, et ça fait 2 fois que c'est comme ça. Vlahovic va répondre aux tifosi quand il marque, et comme Lukaku l'avait fait contre la Juve, et en fait c'est le joueur qui prend un carton jaune, alors que il y a un stade en entier qui chante des chants racistes. Donc c'est complètement dingue. Là on est dans une espèce d'inception bizarre. Alors la Juve avait réagi fortement en bannissant à vie de stade 143 personnes. Là, c'est le stade en entier. Alors, je ne sais pas ce que l'Atalanta va faire, parce que je vois pas comment est-ce qu'il pourrait bannir le stade en entier. Mais bon, voilà, on va voir. Enfin, je dis le stade en entier, même si c'est 60 ou 70 ou 70% du stade, bon, c'est déjà beaucoup. Donc voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais c'était pas une super idée de faire ça. Mais bon, la Juve va quand même gagner, et c'est vrai que ça se resserre. D'ailleurs, il y a un petit peu... il est pas là, mon ami de l'Atalanta, d'ailleurs, Sniff, moi qui voulais le chambrer. Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'il est pas venu. Hein. C'est Forza Juve qui dit ça pour certainement au Cotonou Joe. Et oui, effectivement, à mon avis, il est pas venu juste pour ça. Il s'est dit, non, ce week-end, je vais prendre cher. Ça sert à rien. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que la Juve, il y a des nouveautés sur les sanctions. Ça devrait se décanter avant la fin de saison, et la Juve devrait prendre, a priori, 9 points de suspension, pas 15 comme avant. Et ça devrait être avant la fin de saison, donc sur cette saison-là. On parle toujours de la première affaire, la deuxième affaire n'est toujours pas jugée, je crois que c'est le 10 juin. Donc la première affaire, ce serait 9 points de suspension, ce serait pour cette saison, ce qui ferait redescendre la Juve à la 7e place de Serie A priori. Donc j'ai lu ça aujourd'hui, il me semble, c'est le Corriere della Sera qui sort cette info. Alors pour l'instant, c'est pas encore certain, mais c'est ce qui se dit dans les milieux autorisés, comme on dit. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, c'est les journalistes qui disent ça. Donc ça les ferait redescendre à la 7e place, ça ferait remonter Milan à la 4e place pour la Ligue des Champions, à 2 points de l'Atalanta et de la Roma qui seraient, eux, 5e et 6e du championnat, pour l'instant, si jamais on les sanctionnait maintenant, la Juve. Alors, faut voir un petit peu comment est-ce que ça va se goupiller.
et quand est-ce que le délibéré, à quoi que le délibéré devrait être fin mai, il me semble, vers le 25 mai. Et en tous les cas, la sanction, ce serait 9 points, et ça les ferait redescendre 7e, donc toujours banni de Ligue des Champions si jamais cette sanction allait jusqu'au bout. Donc voilà, bah ça c'est à suivre, on verra bien. Alors, je vais faire un petit tour dans les commentaires justement de Forza Juve, qui a peut-être des infos là-dessus. Faire comme avait fait un club turc, autoriser que les femmes et les enfants dans le stade, ce serait cool ça. Ouais, c'est vrai, à l'Atalanta, dire, bah voilà, bah maintenant il n'y a plus que des femmes et des enfants dans le stade, comme ça c'est réglé. Et la première, le Kony, dit qu'on a fait des plus-values en se basant sur Transfer Market. C'est une blague si on n'est pas pénalisé pour ça. Oui, encore une fois, Forza Juve, c'est vrai, il se base sur Transfer Market, mais il se base aussi sur les écoutes téléphoniques. Donc, voilà, il y a des écoutes téléphoniques où les dirigeants de la Juve, hein, alors c'est pas votre, mais quand même les trois rigolos là, Arriva Bene, Nedved et Agnelli, quand même, c'était 3 personnes qui vous ont quand même emmené droit dans le mur, et je suis triste pour la Juve parce que c'est le plus grand club d'Italie au niveau national, et je veux dire, eux, ils devraient être comment dirais-je, exemplaires, et ces 3 personnes qui se croyaient au-dessus des lois ont fait n'importe quoi, et ça c'est vrai. Donc voilà, je sais pas comment est-ce qu'ils vont sanctionner la Juve et pourquoi et sur quoi ils se sont basés, mais en tous les cas il y a eu des choses, et parce qu'ils l'ont dit au téléphone, donc voilà, donc ouais, bref, on verra bien. Mais oui, à la base, bah, ils doivent se baser sur quelque chose. Mais c'est clair qu'on peut pas évaluer un transfert. C'est ce que je disais la dernière fois. On peut pas évaluer un transfert parce que c'est aussi l'offre et la demande qui régulent le prix du marché. C'est pas parce que un joueur dans Transfer Market vaut 35 millions qu'un club ne peut pas l'acheter 100 millions parce que l'autre ne veut pas vendre sauf à 100 millions. C'est comme ça, hein. Il n'y a pas d'encadrement des transferts, donc voilà, quoi. Bref. Vivement que ça se termine et qu'on reparte à zéro avec les nouveaux dirigeants qui arrivent. Ouais, et puis voilà, Del Piero et tout. Eux, déjà, moi, je me dis, Del Piero, je pense qu'il va vous emmener dans la bonne direction, quoi. pas comme les autres, quoi. Donc voilà. C'est des potes de Marc Roger. C'est qui Marc Roger? Je suis désolé, Crécor Le Droudieu, mais si tu pouvais m'éclairer, ça me ferait du bien. Je pense que c'est du football suisse, mais je suis pas sûr. Donc voilà, mais je sais pas qui c'est, je suis vraiment désolé. Donc voilà, en tous les cas, bataille pour l'Europe en Italie, c'est très très serré. En Espagne, bon, c'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que le titre est joué, les 4 premières places sont quasi jouées, donc voilà, l'Espagne, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que le Real a gagné la coupe d'Espagne, donc voilà, c'est très très bien. Ah, ancien président du Servette, ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais, il s'est barré avec le pognon et le club était en faillite, donc on parle je réponds aux commentaires, c'est des potes de Marc Roger, donc voilà. Désolé, je reviens au football espagnol, il s'est pas passé grand-chose, excepté que le Real a gagné son 100e titre, et que sur ces 100 titres, Benzema en a gagné 25, à lui tout seul, non, parce qu'il n'y a pas que lui qui a gagné 25 titres, mais c'est quand même fou de se dire que lors de la carrière de Benzema sur un club qui a 121 ans, il a gagné un quart des titres du Real. Alors ça veut dire 2 choses, ça veut dire que le Real est dans la période la plus faste de son histoire, ce qui est aussi important à noter. Plus exactement, il en a eu 2, parce que en fait, en gros, les années 50 et les années 2010 sont les deux périodes les plus fastes pour le Real, et aussi que Benzema a eu des prestations incroyables et surtout a une longévité absolument incroyable au Real. C'est fou la longévité qu'il a au Real, donc ça c'est à noter quand même dans le football espagnol. En Allemagne, les 2 clubs de tête ont gagné, hein, le Borussia et le Bayern. Le Bayern difficilement, le Borussia beaucoup plus facilement, parce qu'ils ont mis 6-0. Donc voilà, Bellingham n'a pas l'air d'être perturbé par les rumeurs de transfert que le Real fait, que la presse fait circuler à son titre. C'est-à-dire, a priori, le Real a déjà un accord avec lui et serait prêt à payer 110 millions d'euros pour Bellingham la saison prochaine. Donc voilà, moi
Je sais pas, ouais, bon, bref, je pense que effectivement c'est un peu politique de la part du Real, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de gros transferts, je pense que ça peut, c'est juste un petit peu pour les socios, je pense, ils peuvent pas continuer à recruter des joueurs comme Tchouaméni et Camavinga, ça va pas plaire aux socios, ils veulent des stars, ils ont pas eu Benzema, ils ont pas eu Erling Haaland, ils arrivent pas à avoir Léao. Bon bah voilà quoi, ils vont recruter Bellingham quoi. Je pense que c'est ça et c'est pour ça qu'ils le payent aussi cher. Hein. Pas oublier la célèbre phrase de Florentino Pérez quand il répond à Jorge Valdano qui était directeur du football à l'époque, qui lui dit on devrait recruter tel joueur, je me souviens plus quel joueur c'était. Si on le recrute pas maintenant, on va le payer 100 millions dans quelques années. Et Florentino Pérez lui a répondu bah alors attends qu'il valent 100 millions. Parce que le Real recrute des joueurs à 100 millions. Et c'est comme ça. Et ça les intéresse pas de recruter un joueur à 30 millions. Donc voilà. Et c'est vraiment la philosophie. Ils ont été obligés de réduire la voilure pendant la réfection du stade, pour des questions financières. Mais ils vont repartir comme en 40. Hein. Ça, faut pas rêver. Donc voilà. Ça c'était pour l'Allemagne. Pour la France, bah, il y a eu quand même un choc énorme hein, entre Lens et Marseille. Alors un choc qui a un petit peu porté à pas à réclamation, mais en tous les cas à confusion avec le but annulé de Marseille. Y a-t-il faute, y a-t-il pas faute au début de l'action, sachant que Turpin lui dit qu'il n'y a pas faute, et puis finalement la VAR lui dit attention il y a faute. Bon bref. Je sais pas s'il y a faute ou s'il y a pas faute. Je sais qu'une seule chose, c'est que Lens est deuxième de Ligue 1 et que ça va être très très serré jusqu'au bout parce que ça veut pas dire parce qu'ils sont deuxième maintenant qu'ils sont sûrs d'être en Ligue des Champions. Je pense sincèrement que c'est pas joué encore et que en revanche la troisième place, si par exemple la Juve prend ses 9 points de suspension, bah la Juve ne sera plus dans la zone Ligue des Champions, même s'ils gagnent l'Europa League, ce sera pas qualificatif, la troisième place pour la Ligue des Champions. Il faudra passer par des barrages. Et que ce soit Marseille ou que ce soit Lens, je les vois très très mal passer les barrages, hein, parce que comme on le sait, n'importe quelle équipe de n'importe quel pays d'Europe, pour les clubs français, c'est très très compliqué. Donc je pense que ça passera pas et on aura, en tout cas le football français n'aura encore que 2 clubs en Ligue des Champions. Donc voilà, et puis en plus c'est compliqué pour les transferts et tout, tu sais pas si tu vas y aller, si tu vas pas y aller, si t'investis avant, si t'investis après c'est trop tard, parce que la fenêtre des transferts est fermée, enfin bref. Troisième, c'est vraiment la place horrible en championnat de France, il faut vraiment pas y être, et je pense que et Marseille et Lens peuvent encore terminer deuxième et troisième, donc on va voir, mais ça va être la guerre jusqu'à la fin, vraiment. Et puis en Angleterre, Arsenal a fait une super prestation contre Newcastle, vraiment superbe prestation. Là, ils se sont bien repris hein, depuis la défaite à Manchester City, même la correction, on va dire, à Manchester City. Je trouve qu'ils se sont bien repris, ils consolident vraiment de façon très très ferme leur deuxième place, et ils montrent à tout le monde que c'était pas un hasard leur saison, quoi, qu'ils sont pas effondrés sur la fin de championnat. Donc franchement c'est cool, c'est bien pour eux. L'année prochaine ils seront en Ligue des Champions et c'est cool. Bon ils ont Manchester City a encore un match en retard et ils ont 1 point d'avance, donc bon, potentiellement c'est plié, mais on sait jamais. En tous les cas, il lâche pas l'affaire, donc ça c'est vraiment bien. Forza Juve qui dit Turpin, il a gâché ma soirée, j'ai encore la haine. ouais, le football, des fois, ça bascule sur des détails. C'est, sur de l'interprétation, même avec la VAR. Même si la VAR règle beaucoup de problèmes, des fois, la VAR, elle règle pas certains trucs. Et oui, j'allais y venir, tout à fait, Liverpool qui fait aussi des très belles prestations et qui se rapproche très très fort vu que Manchester United n'arrête pas de perdre. Non, en tous les cas, fait pas des super prestations, fait pas des super résultats. En fait, là, ils ont perdu contre West Ham. Donc, Liverpool peut encore y croire. Ça va vraiment être... ce serait un miracle. Hein. Franchement, ce serait vraiment un miracle quand ils étaient 9e du championnat ou 11e du championnat. Là. C'est assez fou. Ouais, donc, potentiellement, comme dit Forza Juve, ils sont à 1 point du United avec un match de plus. Donc bon, United a encore on va dire un joker devant lui, largement, même 2, voire même 1,5 quoi, 1,5 joker. Donc ça va être compliqué, mais ils peuvent le faire, hein, ils peuvent le faire parce que United est vraiment dans une très mauvaise dynamique, on va dire.
Donc depuis l'élimination en Coupe d'Europe, ça tourne vraiment plus. Donc on sait jamais. Cricorle Road United, ils sont pas en bonne forme et leur match à l'extérieur, c'est pas forcément cadeau, il y a moyen. Oui, il y a moyen, mais ce serait quand même un miracle au regard de la saison de Liverpool. Vraiment, ce serait bizarre. Donc voilà. On a fait un petit peu le tour d'Europe pour la bataille pour l'Europe et pour le titre. Allez, un petit commentaire encore. Forza Juve à 3 points de Newcastle aussi, mais avec un match de plus. Donc Liverpool pourrait même être 3e. Oui, on va voir. Mais ce serait plus un miracle, ce serait un double miracle. Là, 3e, ce serait vraiment un double miracle. On verra. Mais Liverpool n'est pas un club rationnel, donc tout est possible, effectivement. Et puis on va aborder le dernier point quand même avant de terminer ce live, des demi folles, c'est comme ça que je les ai appelés. Pourquoi ? Parce qu'on a tout en fait. C'est ça que je disais en début de live, c'est que on a ce soir la guerre des étoiles. Très clairement, c'est le plus haut niveau du football mondial qu'on peut faire à l'heure actuelle, le Real contre Manchester City. C'est vraiment le 5 étoiles du foot ce soir, avec des stars à tous les postes, un niveau technique complètement dingue, une équipe incroyable, des coachs incroyables, certes probablement les 2 meilleurs coachs quasi, pas de l'histoire, mais ils sont dans le Gotha, le top 5 ou le top 10 des coachs de toute l'histoire du football, ils sont dedans, et Ancelotti et Guardiola, pour 2 raisons complètement différentes, mais ils y sont quand même. Donc c'est des coachs stratosphériques et puis même l'histoire quoi, c'est-à-dire un petit club sans aucun palmarès qui a été fabriqué à coût de centaines de milliers, même de milliards de livres sterling, qui veut se faire une place au soleil parmi les grands clubs, et le plus grand club du monde qui lui a envie de les remettre à leur place, qui l'a déjà fait l'année dernière et qui a bien envie de les enfoncer définitivement cette année. Donc voilà, donc je pense que il y a tout dans ce match pour nous faire passer une soirée complètement dingue ce soir. Et enfin demain c'est la demi-finale de l'émotion, de la passion, de l'histoire du football. C'est historique, les Euro-derby comme on les appelle à Milan, c'est quelque chose qui a marqué le football européen au long de l'histoire du foot et de la Ligue des Champions. C'est 2 clubs éminemment historiques, c'est le 2e club le plus titré en Ligue des Champions contre le 2e club le plus titré en Ligue des Champions en Italie. Donc voilà, c'est la même ville, c'est le même stade, aller et retour. Bref, c'est une demi-finale qui sera épidermique. Moi personnellement je dors très très mal depuis le tirage au sort, donc voilà, mais ça va être stratosphérique et je pense qu'on va avoir un beau match très très électrique. Donc voilà. Alors après, dans la première demi-finale, celle de ce soir, je pense très clairement qu'au niveau football, qualité d'équipe, Manchester City est largement devant. Mais je pense que le Real a une emprise psychologique sur le Real et sur la Ligue des Champions en général qui est assez incroyable. Et ils ont une très très bonne équipe aussi. Donc il y a de très grandes chances pour que le Real gagne contre Manchester City. Et il y a aussi pour moi, une chance quasi égale que Manchester City déglingue complètement le Real. Donc, je sais absolument pas ce qui va se passer dans cette demi-finale, et ça, c'est génial. Donc voilà. Je pense sincèrement que le Real a traumatisé Manchester City, les joueurs de Manchester City. Et si le Real marque un but, je pense que Manchester City se désintègre complètement, surtout au match retour, là-bas à l'Etihad. Je pense que si le Real marque un but, même s'ils ont perdu à l'aller, Manchester City va s'effriter quoi. Donc ils vont se dire c'est pas possible, ça recommence. Donc voilà. Mais il faut que le Real réussisse à marquer un but. Donc voilà un petit peu je pense les clés du match. Et puis demain. L'Inter est dans une forme incroyable. Ils jouent un football fantastique. Vraiment, c'est assez impressionnant. Ils ont été très irréguliers cette année. Mais là, je trouve qu'ils jouent le meilleur football de leur saison. Ils ont un banc que Milan, même pas en rêve, ils ont le quart de ce banc-là. Ils ont vraiment des remplaçants de très très haut niveau. Donc potentiellement, pour moi, vraiment, l'Inter est favorite sur cette demi-finale. Milan arrive avec un Leao dont on ne sait pas s'il va jouer demain, qui est probablement blessé. Avec un collectif peut-être un petit peu plus rodé, on va dire, mais avec beaucoup moins de talent que l'Inter. Et on est aussi, Milan est dans une phase qui est
beaucoup moins positif que l'Inter. En revanche, et ça aussi, c'est ça part, c'est un petit peu comme le Real. Nous, on a une emprise psychologique sur les équipes qu'on rencontre en Ligue des Champions, bizarrement, parce que on a une aura de grands clubs européens et que j'en parlais encore cet après-midi et je vous en avais aussi parlé dans Buonasera Calcio. Pour moi, il y a 3 clubs qui sont irrationnels quand ils sont en Ligue des Champions, dont on ne peut jamais dire qu'ils sont des outsiders et qu'ils ne jamais ils pourraient gagner la compétition ou passer un tour. C'est Liverpool, Milan et le Real. Milan fait donc partie de ces 3-là, et donc je pense que effectivement des Euro-derby, l'Inter en a perdu déjà 2 en 2003, en 2005. Donc je pense que le club est marqué par ça, et je pense aussi que le club, dans son encadrement, a beaucoup plus d'expérience que l'Inter. Donc, il faudra voir un petit peu comment ça se débrouille, mais Milan et l'Inter n'ont pas du tout les mêmes armes, et peut-être que le fait que Leao ne soit pas là, ça va faire en sorte que le jeu du Milan soit moins stéréotypé, et peut-être plus déstabilisant pour l'Inter. Donc je pense que ça va être quand même une demi-finale vraiment folle, très très serrée, tirée au couteau, électrique. Voilà, parce qu'il y a des histoires de traîtres comme Çalhanoğlu, des choses comme ça. Enfin bref, il y a tout dans cette demi-finale. C'est pour ça que je l'appelle la demi-finale de la passion, de l'émotion, contrairement à l'autre qui est vraiment la demi-finale des stars, des paillettes, du ultra haut niveau du football. Donc voilà, mais en tous les cas, il y a tout. Il y en aura pour tous les goûts. Et je sais qu'on va tous être super contents de débriefer ces matchs jeudi soir, parce que donc jeudi soir, a priori, je devrais être là. donc voilà, à l'heure et tout. Donc voilà. Bref. Et Payet quoi? Il a pris une gifle. C'est bien, non? Ou il en a mis une? Il en a mis une ou il en a pris une? Non, il en a mis une, effectivement. Bon. Payet, j'ai pas trop de trucs. Alors, Cricor Lodrodieu fait des pronostics. Real 2-1 contre Man City ce soir. Et demain, Milan 1, Inter 2. Écoute, Milan 1, Inter 2, c'est pas éliminatoire. Ce serait bien ces 2 scores-là. Alors non, c'est pas ce que je souhaite, parce que moi j'aimerais bien que Milan gagne à l'aller, mais c'est pas ce que je souhaite. Mais ces 2 scores-là ne sont pas éliminatoires et donc ça nous donnerait des matchs retour très très sympas à vivre. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas. En tous les cas, que le match aller ne déterminera pas le match retour. Donc voilà. Voilà. En tous les cas, je vais nous laisser tous aller nous préparer pour aller regarder ces matchs complètement fous, ce premier match complètement fou. Et puis jeudi soir, on débriefe tout ça. En plus, on pourra préparer gentiment les demi-finales d'Europa League, parce qu'il y a quand même la Juve qui joue et puis l'AS Roma qui joue. Donc ça va être génial, même pour le football français. Si l'AS Roma termine dans les 4 premiers, et gagne l'Europa League, effectivement la 3e place devient elle aussi qualificative. Donc c'est important quand même pour le foot français que l'AS Roma et la Juve gagnent la Ligue Europa. Et bien sûr, vous savez, moi ça me ferait plaisir pour la Serie A, mais bon, que le meilleur gagne. Donc voilà, ok. Je vous souhaite une excellente soirée. Vraiment, ça a été un plaisir encore de passer du temps avec vous. Merci pour votre souplesse. Ça a été compliqué cette semaine de faire le live. Mais ça a été toujours autant de plaisir d'en parler. Je me pourlèche les babines de ce match de ce soir et j'ai hâte de le débriefer avec vous. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux de Buonasera Calcio, réécouter les lives en streaming sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Et puis bien sûr revoir les vidéos en intégralité sur YouTube. Voilà. Bon, écoutez, merci encore, à jeudi soir et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.